Gardégoles ne s'arrête pas à Lésia. Oui. On le croit trop souvent. Vercingétorix se rend. C'est tout ce qui se passe. Ce n'est pas une défaite à ce moment-là. À ce moment-là, quand tu as dénoué ça et que tu as compris ce qu'il y a derrière, c'est extraordinaire. Et Vercingétorix, c'est peut-être le plus grand héros de l'histoire gauloise. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Grégory Chanfraud, qui est le penseur de daims sur Facebook. Là, on est dans les Comminges. Dis-moi le nom du bled. Le Comminges. Le Comminges, pardon. Attention. Là, on a affaire à un spécialiste donc de toutes les légendes locales, païennes du coin, donc ça va être très intéressant. On a commencé un peu à discuter avant. Donc là, on va vraiment parler en fait de tout ce qui est lien entre les Gaulois, les Celtes, les Vikings, en fait, toutes les traditions qui sont restées encore ici très ancrées. J'ai oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Charles-Antoine, cerf blanc sur les réseaux. Et je fais des soins énergétiques. Et je m'intéresse à tout ce qui est chamanisme, celte, nordique, plus nordique quand même, mais bon, comme je disais, c'est la même chose. Et j'organise des fêtes, donc des célébrations pour toutes les fêtes celtiques. Donc les solstices, les équinoxes, les fêtes de mi-saison. Donc si tu veux retrouver mon travail et les fêtes que j'organise, tu vas sur Facebook. Le groupe s'appelle l'Appel des Bois, bois avec un X. Et bah vas-y, je laisse te présenter, Grégory. Eh bien, je m'appelle Grégory Chanfraud, donc je suis un païen commingeois et aussi auteur. Oui. Donc païen dans le sens, on va dire, plus ou moins large, puisque, comme on en a déjà discuté, toi et moi, je suis venu dans le paganisme grâce à la mythologie nordique, Ouais. premièrement, puis par les Celtes, puis comme tout est lié, comme Oui. vous le savez sûrement, Comme on disait, tous les dieux, dans la vidéo. c'est des archétypes. Je me suis ensuite consacré à l'histoire locale, puisque on est ici dans les Pyrénées centrales, qui est le lieu où on répertorie un immense panthéon, dans le panthéon pyrénéen, en lien avec le panthéon basque, qui est plus connu quant à lui. Ouais. Et donc tu as écrit du coup... Donc j'ai écrit quelques bouquins, donc celui-là qui est lié à ma page Facebook, donc Le Penseur de Daims, qui est un pseudonyme de barde, de skald. Ouais. Donc celui-là, ça va barder, donc forcément en lien avec le barde. Ouais. Voilà. Donc c'est des textes qu'on peut aussi retrouver pour la plupart sur ma page Facebook, ouais. déjà, ou mon ancienne page, puisque j'ai dû la refaire et repartir à zéro. Très bon. Il y en a un autre qui sortira pour fin d'année. Donc je vais me garder du titre qui sera Ouais, c'est la surprise. sympathique. Voilà, ensuite j'ai écrit 3 romans historiques, dont celui-là sur les invasions vikings en Gascogne, qui est le fruit d'une rencontre avec Joël Supéry, qui est le seul historien à faire des recherches sur les invasions vikings en Gascogne. Voilà, puisque ça ne plaît pas aux universitaires, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Donc c'est Joël Supéry qui s'y colle et c'est moi qui ai romancé son travail dans Gaskings, donc les Vikings en Gascogne. Et enfin un diptyque, donc le Sciens et Carnix, donc ça c'est mon précieux. Le Silence et Carnix, c'est mon précieux. Donc celui-là qui a, comme je te disais tout à l'heure, a fait quand même un top 20 chez Amazon, c'est pas négligeable, et qui s'est vendu à l'étranger, outre-Atlantique même. Ah bah c'est la chapelle de Garin là sur celui-ci. Non, c'est un 21, juste à côté de Garin. Okay. Donc celui-là qui parle de la guerre des Gaules et aussi du local pour faire connaître un peu la mythologie locale, la vie des gens à cette époque-là. Okay. Donc période guerre des Gaules, donc avant l'invasion romaine et pendant. Et celui-là, début gallo-romanisation du Comminges des Pyrénées centrales. Okay. Avec donc comme il le stipulait à l'instant, un autel votif, je ne sais pas si ça cadrera bien. Un autel votif qui est gravé dessus, donc ça c'est une dédicace à un dieu local indigène, donc l'Abellion, qui est le dieu soleil pyrénéen, où on retrouve la racine de Bélénos, de Balder notamment. C'est un dieu clairement européen, et de l'Apollon aussi grec. Donc ça c'est dans les Pyrénées, bien en altitude, sur le secteur de Bagnères de Luchon. On rebondit là-dessus, effectivement, en fait, on parlait depuis tout à l'heure de ces pierres votives qu'on retrouve là, et effectivement qui sont partout dans la région, quoi. Qu'on a retrouvé partout, et qui sont y compris dans des églises. Et qui sont greffés dans des églises, un emploi dans des églises, et ça c'est unique vraiment ici. Ouais. Donc le Comminges, il faut comprendre, c'est la partie sud de la Haute-Garonne. Voilà, jusqu'à la frontière espagnole du Val d'Aran. Milieu des Pyrénées, quoi. Milieu des Pyrénées centrales. On est entre l'Ariège et la Bigorre.
dans les Hautes-Pyrénées, et au sud du Volvestre, après, en bas de Toulouse. Tiens, je résiste pas au plaisir d'en lire un. Ils ont tort, nous avons tort. Évidemment, THOR. La peur, le fléau de cette époque. La peur dirigiste, la peur dictatrice. Il suffit juste d'un ton qui choque pour que la simple peur sévisse. Mais qu'est devenu cet homme imperturbable? Où est passé cet homme si fort? La peur n'est rien d'autre qu'une fable, c'est en cela que les modernes ont tort. Nous sommes quelques-uns à garder le nord, nous sommes ceux qui ont foi en tort. Nous savons que le fracas de son char fera fuir tous nos déboires. Nous n'avons pas la moindre peur, les battements de Mjolnir sont nos battements de cœur. Les boucs portent le protecteur de Midgard à point, les peurs et les doutes perdent alors de l'embonpoint. Notre fabuleux dieu du tonnerre, protecteur des hommes fiers, sait qu'ils ont tort pendant que nous, ses fils, avons tort. Enfin d'ailleurs fort. Tu es un très bon conteur. Je vais t'appeler avant de m'endormir le soir. Ah, très bon. Et faut que je fasse des musiques de ça, parce que je fais des chansons avec l'IA, je vais te prendre des... Je vais te piquer les textes. C'est un plaisir. Excellent. Et donc effectivement on était sur les dieux qu'on retrouvait en fait, donc sur, tu m'expliquais sur les stèles votives gallo-romaines. Oui. C'est ça? Oui, c'est une pratique donc, qu'on doit aux Romains, et c'est grâce à cette pratique qu'on connaît le panthéon celte-ibère, le panthéon pyrénéen. D'accord. Ouais. Où on va retrouver donc, des dieux comme l'Abélion, comme on l'a cité tout à l'heure. Après, c'est des dieux à consonance proto-basque, puisque le proto-basque est la première langue parlée dans les Pyrénées. Ok. Dans toutes les Pyrénées. Le basque actuel est proche du proto-basque, et on retrouve des noms comme Ilicho, qui est un dieu des sources, qu'on va retrouver à Luchon, de Bagnères-Luchon. Bagnères-Luchon qui signifie Balneis Ilichon, donc les bains d'Ilicho. Okay, voilà. Après, on a le Baïgoris, qu'on retrouve dans le basque actuel, le pays basque actuel, dans la ville de Saint-Étienne de Baïgori. Okay. C'est le même dieu, c'est un dieu des eaux rouges. D'accord. Voilà, Baïgori, ça signifie la source rouge. Okay, ouais. Toutes les eaux un peu ferrugineuses. Oui, absolument. Comme il y a voilà, c'est ça. Après, on a aussi des déesses comme Lara, qui est une déesse des sources aussi, qui va être après transformée en nymphe par les Romains, avec notamment, peut-être beaucoup vous connaîtront, les nestes. Les nestes, c'est des rivières qui partent des sommets dans les Hautes-Pyrénées, donc juste à côté d'ici. Ouais. Et les nestes sont des nymphes. D'accord. Et dans la mythologie irlandaise, donc gauloise, dans le druidisme, Nest est la fille du dieu Lugh, le dieu des dieux. D'accord. Ouais. Chez les Gaulois. Ok. Donc ici, c'est ça qui est fabuleux. On a de l'Ibère qui vient des Pyrénées, du sud des Pyrénées, pardon, et on a du Celte qui vient du nord des Pyrénées, et tout ça va faire des tribus celtibères. Oui, d'accord. Plus les Vikings qui sont arrivés encore après, longtemps après, mais heureusement qu'ils sont venus mettre un coup de pied dans la fourmilière à un moment donné. C'est clair. Très bon. Ouais. Heureusement. Et alors c'est drôle, du coup donc, pour toi les Celtes et les Ibères c'est un peu différent, c'est pas exactement le même... Ils sont proches et différents à la fois. Ils sont proches dans leur symbolique, tout ce qu'on a pu retrouver en symbole solaire. Des trisquelles, on disait tout à l'heure, la roue solaire, tout ça. Tu as la Galice, les Asturies, la Cantabrie, tout ça qui est très celte et qui va se retrouver finalement juste au sud du Pays Basque. D'accord, ouais. Le Pays Basque qui va être très ibère. Donc c'est vraiment géographiquement. En fait, il faut savoir que la Galice, les Asturies, tout ce coin-là, et même le Portugal qui signifie le port des Gaules, c'est très peu. Tu as des villes comme Belenenses, la racine c'est Bel, de Belenos. Ah oui. Belenenses, c'est proche de Belenos, le dieu soleil gaulois. Donc c'est très celte, tout ce coin-là aussi. Et ça y est, je m'égare. On était sur les... Oui, les ça, Celtes. C'est ma spécialité. Je pars dans tous les sens. Une fois qu'on est parti... J'ai l'impression de sanglier à travers bois. Et oui, donc on est Celtes et Ibères, ils sont proches et différents. Ils sont différents par leur langue. Okay. Par leur langue, les Ibères parlent l'Ibère, le Celte avait différents dialectes quand même. Et après sur la symbolique, sur leur mode de vie, les similitudes entre certains dieux aussi, parce qu'ils ont leurs propres dieux qui n'ont pas suivi ici, comme un qui s'appelle Rêve par exemple. Voilà, c'est des noms sympathiques. Et ensuite on a quand même une pratique pré-celte et pré-ibère, donc sur ce qui est mégalithique. D'accord. Okay. On retrouve ici, dans le Comminges, des pierres creusées, donc des pierres à libation, qu'on retrouve dans la région de Madrid. D'accord.
Ah oui. J'ai vu ça récemment sur un post Facebook, je ne sais plus, d'un chercheur là-bas en Espagne. Et moi j'en ai découvert sur le secteur de Saint-Béat avant d'arriver sur le Val d'Aran. On retrouve exactement les mêmes. Ok, ouais. Et c'est vrai que sinon ça c'est partout pareil, parce qu'en fait tous les mégalithes ont été édifiés il y a. Enfin encore avant les Celtes quoi. Ouais. C'était hier. Oui, Enfin avant-hier. c'est clair. Après certainement que les Celtes du coup ont réutilisé les mégalithes qui avaient été déjà faits. Ah oui, absolument. Forcément, parce que c'est- Absolument. De toute façon, on trouve bien des menhirs avec des triscales dessus. Ouais. C'est ce qui se passe notamment chez les Ibères en Espagne. Hein. D'accord. On en retrouve beaucoup comme ça. Où ils ont remis leur Mm. symbole. Ok. Et des triscales comme celui qu'on a approprié aux Bretons, qui au final n'est pas breton, il est celte. Quoi. Oui, oui. Et là effectivement c'est intéressant parce que il y a plusieurs panthéons, on peut se dire que les druides et les nordiques, machin, c'est un peu différent. Mais en fait, quand on regarde la symbolique, quand on regarde les dieux, en fait, ce qui change, c'est juste les noms, mais globalement, on retrouve toujours les mêmes symboliques partout, quoi. Et C'est les ça qu'on fait- fonctions. Oui. Et les fonctions. Oui, tout à fait. En fait, c'est Tiens, juste- Lug et Odin sont les mêmes. Lug et Ils possèdent tous les deux corbeaux. Ouais, ah oui. Déjà D'accord. rien que ça. Oui, Dans les illustrations qu'on va avoir tardivement, certes, ils sont quasi similaires, à part que Ouais. Lug, il apparaît rarement borgne. d'accord. Mais les corbeaux symbolisent exactement la même chose, le savoir et Et la pensée. Totates, c'est un nom de Lug aussi ou c'est un autre dieu encore? Non, Totates, c'est le protecteur de la tribu. D'accord, ok. Le protecteur de la Tota. La Tota, c'est la tribu. en fait. D'accord. Parce qu'un des noms d'Odin, c'est le Allfather, c'est le père de tous. Alphazar, Et du coup, Alphazar, c'est autre chose, c'est pas la même. père de toutes choses. Ouais, ça veut pas dire la même chose du coup. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc c'est plus un genre d'esprit pour la tribu spécifiquement quoi. Non, il est vraiment proche de Lug. Lug a aussi sa lance, comme Odin. Oui, d'accord. Taranis, dieu du tonnerre, lui n'a Oui. pas de marteau par contre. Lui, il va faire ses éclairs avec les roues de son char qui vont frotter les nuages. D'accord. Mais bon, Thor a Mais aussi c'est un le char. dieu de la guerre quand même. Mais Thor a aussi un char et des boucs. Oui. Comme Taranis, donc bon, ouais. Après chacun. C'est un dieu de la guerre. Ouais. Et si tu Oui. veux, la roue est importante chez Taranis, puisque elle symbolise l'infinité, D'accord. qui s'arrête jamais. Mm. La roue qui s'arrête jamais. Les cycles quoi. Ouais. Sa roue de char a cette importance-là. Et D'accord, dans ouais. le chaudron de Gudnestrum, qu'on retrouve au Danemark, qui est un chaudron celte, Ouais. purement celte, parce qu'on y retrouve tous les dieux dessus, Taranis est représenté avec sa roue dans les mains. D'accord. Il symbolise clairement à ce moment-là le temps infini, quoi. Ouais, ok. La vie. Oui. Alors il y a autre chose aussi qui... j'attaque un sujet qui peut être parfois épineux pour les âmes étriquées, j'ai envie de dire. C'est la svastika. Ouais. Alors la svastika, il faut arrêter de la coller à Hitler systématiquement parce Oui. qu'elle n'appartient pas du tout à Hitler. Bah non. La svastika, c'est le plus vieux symbole du monde. Ah oui. On le retrouve partout, dans le monde entier. Oui, oui. Bah c'est même en Inde. Sur les temples, en fait, quand tu regardes sur le map, les temples ils sont indiqués par une svastika. Donc oui. Tu as des chapelles, des remploirs de svastika ici. Eh ben, oui, je crois que j'en ai vu à Barin. Ouais. J'ai partagé déjà sur mon Facebook des hôtels votifs qui sont dans les musées aujourd'hui. Un dieu aérien notamment, un dieu protecteur. Mhm. Tu as une svastika en dessous. Pourquoi? Parce que Oui. c'est un symbole solaire tout simplement et de force. D'accord. C'est Ouais. tout. Oui. C'est le même topo que la roue de Taranis. C'est un symbole qui tourne, c'est l'infini, c'est toujours pareil. Donc ça veut dire. Après bon, est-ce que c'est un peuple. Celui-là, tu le retrouves, il est attribué à Thor, dans la mythologie nordique. Oui. La svastika, enfin, c'est plus les germaniques qui vont faire ça. Ouais. Avec. Les pendentifs là. Non, je cherche le nom germanique de Thor. Bah Thor, oui. Non, c'est Thor. Hein. Ouais, il y a un dérivé, il me semble. Ah oui, Enfin, bon, bon. peu importe. Oui. Je sais que c'est Perun en slave, En mais slave, ouais. je l'ai plus en germanique. Ah, je sais pas. Ouais, aucune idée. Après, parce qu'en fait, on a retrouvé pas mal de pendentifs. Donc, effectivement, il y en a pour Bretagne, il y en a pour Thor. Avec la svastika, parce que c'est un symbole global, ouais. C'est clair. Mm. Et donc, effectivement, du coup, de reprendre nos symboles aussi. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de clichés comme ça qui sortent pas de la tête des gens. Et Ah oui. c'est Où les gens te complètement- disent, non, mais la svastika, c'est un truc. Là, tu Oui. vois, par exemple, je donne une conférence à la médiathèque de Saint-Gaudens Mhm. pour le silence des Carnix. Et j'avais préparé des diapos avec des hôtels votifs, des lieux, des remplois, bref, une multitude de choses. Et le directeur de la médiathèque vient avec moi avant la conférence où je teste mon ordi Ouais. avec pour voir si Diapo, si ouais. les photos s'affichent bien. Et à un moment donné, il y a ce fameux hôtel votif dont je te parle avant, avec la svastika en bas. Ok, ouais.
Et là, quand il a vu ça, il a failli tomber du siège. Quoi. Il me dit ah, vous allez pas me mettre ça mais je lui dis mais pourquoi je le mettrais pas? Vous vous rendez pas compte, c'est une croix gammée. Vous voulez me faire foutre dehors? Il me dit mais certainement pas. Je vais pas vous faire foutre dehors. Ouais, C'est un symbole solaire. Il a fait que je lui fasse un petit speech. Explique. Mais je l'ai senti réticent. Bon, au moment où je l'ai passé pendant la séance, il s'était endormi sur le siège en haut. Donc il n'y a que lui qui s'est endormi, heureusement. Ça m'aurait un peu vexé sinon. Mais c'est vrai que c'est resté ça dans le. Ouais, oui. Mais ça se comprend après. Ça se comprend. Et bon, effectivement, il y a peu de chances que les Celtes à l'époque aient été national-socialistes, quoi. C'est pas très. Non, je crois pas. A priori, non. Vercingétorix s'est représenté avec une belle moustache, pas une petite comme ça. Donc, Et alors, tu me disais que du coup, dans le coin, en fait, il y a énormément de lieux et de villages qui ont encore des noms qui viennent des dieux et de l'époque. Oui, on en a beaucoup comme ça. Comme je disais, Bagnères de Luchon, par exemple. On a Arbas, un village juste au-dessus là-bas. Okay. Arbas, ça vient du dieu Sex-Arbor. Ça veut dire le dieu 6 arbres. Ok. Et la rivière qui coule s'appelle aussi l'Arbas. Et c'était quoi comme dieu un dieu, un dieu des forêts. Ouais, oui. Voilà. Ici, tu as beaucoup de dieux, enfin, dans tout le paganisme, de toute façon, qui est proche de la nature, forcément. Tu as le Phagos, c'est le dieu être. D'accord. De l'arbre, ouais. Par exemple. Après, tu as le Sylvain, mais lui, c'est plus les Romains qui l'ont emmené, Sylvanus, Okay, qui, pareil, reste un dieu plutôt de la nature. Après, tu as des mondes divinisés ici. Alors derrière, je ne sais pas si on les voit sur la caméra, tu as le pic du Kagir, qui a la tête dans les nuages, là-bas au fond. Alors lui, c'est le roi comme un joie. Il y a encore comme une sorte de divination de la part des gens ici, pour lui. Tu trouves sur Facebook des groupes fans du Kagir, par exemple. Ce qui ne savent pas les gens, c'est que le Kagir, c'est un monde divinisé à la base, qui signifie le rocheux élevé. D'accord. Ok. Voilà. Et bizarrement, ils ont planté une croix chrétienne en haut. Juste à côté de lui, on a le pic du Gard. Alors, le pic du Gard, c'est pareil. C'est le Gara. Lui aussi, il a un peu la tête dans les nuages. Le Gara, ça signifie l'élevé. Okay, on retrouve cette racine dans la rivière, la Garonne. Oui. Okay. Gar-on, c'est le celte, c'est l'eau. Tu trouves dans la Saône, le Rhône. Eh ben, Gar, c'est la lance de Garonne. Pardon? Non, pardon, c'est pas la lance, c'est le. Gar, c'est une rune. Mais oui, c'est la lance de dents, c'est ça? En nordique. Ah bon? Ouais. D'accord. Ouais. Ici, ça veut dire l'élevé. Ok, ouais. Donc, lui, c'est l'élevé. Voilà. Le pic du Gard, c'est le. Okay. C'est l'élevé. Et la Garonne qui signifie dans l'eau d'en haut. L'eau élevée. Ah, qui vient d'en haut, ouais. Okay. Et ouais, donc tu me disais qu'il y avait aussi plein de villages qui avaient les dieux. Oui, des villages. Tu me disais un avec la caverne aux fées, là. Ah, le Marignac. Ouais. Le Marignac qui vient de la Marie basque, la terre-mer pyrénéenne. Donc Marie, M-A-R-I, sans le E, puisque c'est juste une copie chrétienne derrière. Ouais. Je vais un peu développer là-dessus si ça t'embête pas, justement, parce que j'ai une anecdote assez croustillante et assez questionnante. Je ne sais pas si je peux dire comme ça. La Marie, donc, comme il disait, le village de Marignac signifie le lieu de Marie. La terminaison Ac, on la retrouve beaucoup dans le sud-ouest de la France. Ça signifie l'appartenance. Donc là, Marignac, l'appartenance, Aurignac, je ne sais quoi d'autre. Il y en a beaucoup comme ça. Notamment dans le Gers, le Périgord aussi. Il y en a beaucoup dans le Périgord comme ça. Comme quoi la langue, elle a perduré par là-bas aussi. Et donc la Marie, qui est donc la terre-mère, en basque la Malour, donc signifie la terre-mère. Son nom est resté beaucoup au Pays Basque, plus qu'ici. Okay. Plus qu'ici dans le reste des Pyrénées. De l'autre côté, ils vont plus l'avoir transformé en Pyrène, avec la légende de Pyrène. Pourquoi? Parce qu'il y a la légende du serpent avec Pyrène aussi, et Marie. Donc la légende de Pyrène, pour la faire courte pour ceux qui la connaissent pas, Pyrène rencontre Héraclès, donc le dieu grec, qui vient dans les Pyrénées. Elle tombe amoureuse de lui, il la met enceinte, sauf que l'hiver il repart en Grèce. Et elle meurt de chagrin toute seule, et quand il revient, il la retrouve morte, et elle a accouché d'un serpent à côté d'elle. Voilà la légende. Le serpent qui est en train de se nourrir à son sein. On retrouve une stèle ici, dans un village vers Luchon, exactement comme ça. Où ça représente Pyrène ou la Marie. Et le serpent qui sort de son utérus et qui se nourrit à son sein. Et donc le lien avec Marie, c'est que Marie est mariée avec le dieu du tonnerre pyrénéen qui n'est autre qu'un serpent géant. Ah oui, d'accord. Sougar.
Donc il n'est pas. Il a deux noms, Sugar et Erensuge. Ok. Donc il y a un serpent géant et qui provoque les orages en s'accouplant avec Marie tous les vendredis. Bon, ça c'est la formule christianisée. Ouais. Parce qu'il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de. Oui. Voilà, c'est un dieu du tonnerre. Après, c'est clairement lié au fait que quand, sûrement beaucoup l'auront remarqué, quand le temps est orageux, les serpents sont là. Oui. C'est automatique. Donc, on a cette symbolique du serpent chez les deux, déjà. Alors la Marie, là où je voulais en venir, c'est Comme que chez Thor, la déjà. Marie des Basques, on a tendance à dire qu'on peut commencer à prendre contact avec elle dans les grottes. Il y a beaucoup de grottes au Pays Basque qui sont des grottes de Marie. Des grottes aux fées, aux hadas, comme on dit dans les Pyrénées, ou aux encantadas. Ah oui. Ça a plusieurs noms. Ouais. Je crois que c'est J'avais vu ça. les hadès en Ariège, ou Ouais. je sais plus. Ouais, je sais pas. Il y a plusieurs, bref, des fées quoi. Oui, globalement. Et donc ici, donc à ce fameux village de Marignac, on a au-dessus une grotte qui s'appelle la grotte aux fées. Et alors, ce qu'il y a d'assez drôle, la grotte aux fées, quand on l'aperçoit en contrebas, qui est donc sur une colline, accrochée à une colline, laisse se dégager le visage d'un géant de roche pétrifié. Ok. La végétation dessine ses sourcils et tout, c'est incroyable. Ah, Vraiment, c'est incroyable. Ah, tu C'est de l'art naturel. Ouais. Voilà, donc, et donc là où j'allais finalement en venir dans mon questionnement, c'est le sanctuaire de Lourdes. La grotte de Massabielle à Lourdes. Oui. Lourdes, on est entre la Bigorre et le Pays Basque, et le Béarn. Oui. Donc on reste dans ce secteur-là. La grotte de Lourdes, pour moi, hein, c'est clairement un lieu de culte qui a perduré durant les siècles. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la légende de la Bernadette de Soubirous à Lourdes, de la Vierge Marie, c'est tout frais. Hein. Oui, bien sûr. C'est, je crois, fin 1800, un truc comme ça. Hein. Ça tout juste 140, 150 ans. Hein. C'est pas vieux. Hein. C'est pas vieux du tout. Hein. Non. Et pour moi, c'est un culte qui a perduré à cet endroit-là, puisque des offrandes devaient être faites à Marie à cet endroit-là. Et c'est pas anodin si on fait un culte à la Vierge Marie, une apparition de la Vierge Marie, etc. Parce que pour le Faut coup, pas se leurrer, hein. Lourdes, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il y a un courant tellurique, mais énorme. C'est un truc de fou. Il fait peut-être 100 mètres de large, c'est une dinguerie. Forcément. Mais du coup, effectivement, c'est comme partout pareil, comme on parlait de Saint-Jacques de Compostelle, comme toutes les églises qui ont été reconstruites sur des lieux de culte gaulois. En fait, c'est des endroits où il y a des énergies particulières de la terre. Donc l'énergie ressort là. Du coup, forcément, tu vas là, comme les dolmens. Tu te sens bien, ça te guérit, etc. Et du coup, forcément, les chrétiens, ils sont arrivés, hop, ils ont tout rasé, ils ont mis leur bâtiment dessus. Ils ont dit, ouais, c'est nous. Si on se met dans l'église, c'est parce que c'est grâce à Dieu. Non, oui, c'est pas. Mais pas Dieu catholique, c'est parce qu'en fait, il y a les courants de la terre qui passent là et qui font de l'énergie particulière, en fait. Mais du coup, Lourdes, c'est pareil, du coup. C'est ça. Oui. Et tu as ici un village qui s'appelle Saint-Martory. Ouais. C'est un ancien oppidum gaulois aussi, qui s'appelait le Calagoris, Okay. dont la source rouge aussi, la baie rouge. C'est une source qui se faisait colorer à cause de la pluie qui rongeait la colline, qui était argileuse. Voilà, donc le Calagoris, tu vois, le proto-basque était bien imprégné ici. Et donc, sur tout le flanc de l'oppidum, on a plusieurs grottes. D'accord. Et aujourd'hui, tout au sommet de l'oppidum se dégage, tu le vois depuis l'autoroute d'ailleurs, quand tu passes en bas, au niveau de Saint-Martory, tu as une grande Vierge Marie, pouf, en plein dessus là-haut. Oui. Ah oui. Et puis même dans l'autoroute, tu vois que c'est une Vierge Marie. Ils l'ont pas manqué. Donc Oui. tu as le même procédé si tu veux, quelque part. Quoi. Sauf que ça a été moins, évidemment. Oui. Aujourd'hui, ils sont je ne sais combien de milliers par jour. Alors, ah ouais, forcément, hein. j'ai envie de dire l'énergie de la terre passe quand même, mais bon, c'est sûr que c'est pas les bonnes dérivations. Oui, voilà, c'est ça. Ça part pas au bon endroit, quoi. Bon. C'est ça, de toute façon, comme je te disais tout à l'heure, partout où l'église, ça peut faire enrager quand on est de confession païenne. Oui, mais partout où l'église est passée, où ils ont implanté des croix de mission, des chapelles, des églises, des cathédrales, ils ont voulu effacer quelque chose et au lieu d'effacer quelque chose, ils ont planté des bornes. Des bornes, pardon, pas des borgnes. Heureusement que c'est pas des bornes, parce qu'on ne retrouverait rien. Ils ont planté des bornes et donc finalement, aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui se produit. En voulant tout effacer, ils nous font tout redécouvrir. Ouais, c'est vrai. Et souvent, alors j'ai découvert ça par un druide que je suis sur YouTube et Facebook. Très érudit,
qui, il a totalement raison, parce que je me suis aussi renseigné de mon côté, beaucoup de saints chrétiens sont des Oui. récupérations de dieux celtes. Ah, des dieux celtes carrément, d'accord. Pour te donner la plus répandue, Epona, c'est Ouais. Sainte Anne. Oui. Ici, Oui, qui était localement, Dana, Anna, Oui. en Bretagne, ça, ouais. ici tu as une partie du Comminges, alors je ne peux pas trop dévoiler encore parce que c'est mon prochain bouquin là, mais ça en parlera évidemment. Mais partout où tu as Sainte Anne, où tu as un lieu qui s'appelle Sainte Anne, pas forcément s'il y a une église ou quoi, hein, ou une chapelle, mais souvent il y a une Juste chapelle un quand lieu, même. Je connais un endroit dans un village ici, Clarac, ça s'appelle. Ouais. Tu as des menhirs partout éparpillés autour d'un stade. Ok. Et au-dessus, tu as un tout petit lieu de recueillement à Sainte-Anne. Ah oui, d'accord. Et je me suis rendu compte que les gens, il y a encore 40-50 ans, faisaient bénir le bétail. Tous les Beltane, je crois. Ouais. Ou pour la Saint-Jean, ou je sais plus. Oui, pour Ouais. la Saint-Jean. Oui. C'est ça, pour la Saint-Jean. Puis ils faisaient passer le bétail entre les feux. Pour l'ITA, ouais. Pour bénir Ouais. avoir la Ah, donc protection du ils bétail. avaient encore la tradition ancienne de faire des Oui. deux grands feux Oui, et de faire oui, passer oui, le bétail dedans. oui, oui. Ah, c'est génial ça. Oui. Ça, c'est des traditions multimillénaires. Voilà. Quoi, Et donc ici, tu as beaucoup de Sainte-Anne. Ouais, d'accord. Ouais, c'est marrant parce que. Et tu as beaucoup de villages à la racine d'Anne. Dan, oui. Et même, Oui. même des pots. Ah oui. Ouais. Ah, c'est excellent ça. Et je m'arrête là parce que je vais tout dévoiler. Ok, excellent. Ah, tu disais, ton prochain bouquin, ce serait sur les. C'est un guide gaulois gallo-romain du Comminges et tout ce qui D'accord. l'entoure. Et ça, ce qui est intéressant, je trouve, dans ta démarche, c'est que du Pour coup, pouvoir découvrir des lieux où on a encore des ruines. Oui. Ce ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que tu es vraiment enraciné dans le coin ici, quoi. Donc, Oui. ça peut être Oui, du coup c'est de ce te que je te poser disais et tout de- à l'heure. J'ai démarré large et puis finalement j'ai rétréci mon. Je veux me perfectionner localement avant de pouvoir Oui. me lancer un peu plus. Alors après, je dis ça, je viens de terminer la biographie de Vercingétorix. Donc il n'y a rien de local, hein, Vercingétorix. C'est un Arverne, hein, c'est pas un Oui. Pyrénéen. Non. Mais bon, voilà, Ouais, c'est un Gaulois. J'y étais là. Oui, oui. Donc c'est là, vrai. d'ailleurs, il paraît dans moins d'un mois, là, Ah oui, excellent. normalement. Et de toute façon, je fais pareil, parce que c'est vrai que je sentais un peu l'appel du voyage là, depuis 2-3 ans, là, mais je sens que là, je commence à vouloir me poser un peu plus. Alors bon, on verra où ça sera dans les Pyrénées ou ailleurs, on verra. Les dieux décideront, mais. Là, j'ai la racine profonde après. Oui. Je suis très. Ouais. Toi, Très accroché à ma terre. t'es du coin de Basse, toi. Ah oui, je suis né Ouais, ici. ça, Oui. ouais. Moi, j'ai passé bon temps à voyager Je partout. suis né donc, ici, j'ai construit ma maison 100 mètres derrière celle de mes grands-parents. Ah oui, d'accord. La Ouais, maison qui vraiment, n'est plus habitée, qui sert de ferme pour Excellent. mes cousins. Ouais, c'est fou ça. Mais ah oui, je suis quelqu'un comme ça, vraiment. Ouais. J'ai besoin de ça. Et je transmets ça à mes enfants aussi. Oui. Ouais, Si c'est ça bien. fonctionnera ou pas, je ne sais pas, mais Bon. enfin, ça a l'air de fonctionner. Oui, ça va se passer. Peu importe, de toute façon, on ne fait pas des enfants pour nous, on les fait pour eux. Mais personnellement, oui, je suis comme ça. Oui. J'ai vraiment besoin de ça. Oui, et puis tu disais que c'est aussi ça qui accroche les gens, parce que du coup, les gens du coin, c'est vrai que dans les Pyrénées, c'est beaucoup des gens du coin. De fait, hein. Il y a des mix, mais. Oui. Et donc, du coup, t'accroches aussi les gens comme ça par le fait que tu l'expliques, bah tiens, regarde, il y a des racines gauloises dans tous les lieux autour, en fait. Ouais. Et personne ne le sait, quoi. Ah non, personne ne le sait. Personne ne le sait. Pourtant, c'est des choses qui se sont sues, Oui. puisqu'il y a eu des thèses dans des bouquins qui ont été écrits, et c'est comme ça que je le sais moi. Hein. Je me suis fourni tous ces livres-là. Bah, ça Après, je fais un travail seul de toponymie. Ouais. Oui. Mais je tombe dans le mille à chaque fois. Hein. Avec Et le du- proto-basque, je tombe Parce que du coup, dans le mille. tu le parles, le proto-basque? Non, je ne parle pas couramment, t'as mais le- je connais Ouais. des racines Bon, importantes. t'as un dictionnaire, j'imagine. J'ai un dictionnaire français-gaulois Ouais. Ah ouais. de Jean-Paul Savignac, très intéressant comme Ok. livre. Où on retrouve aussi des racines comme ça, mais beaucoup moins quand même. Oui. Je pense sur un secteur dans le centre de la France, en Bretagne Oui. ou je ne sais où, En Arvergne ou ou quoi, même oui. bassin parisien, peu importe. Oui. Là, tu vas trouver beaucoup de choses. Parce que Oui, parce que les Gaulois, ils avaient. Enfin, on sait pas combien de langues, quoi. C'était, chaque tribu avait un peu sa. Oui, si tu veux, les patois d'aujourd'hui, Oui, ça vient de là. c'est un dérivé. Hein. Comme je te disais, l'occitan, c'est un dérivé ici du proto-basque. Hein. Oui. Et c'est vrai. avec ça, tu vas retrouver, comme je t'ai dit, des racines gauloises aussi. Avec Oui. le chêne chêné qui est le casse. Casse. Le casse, c'est le cassino qui se transforme en cassignao avec l'accent. En vendéen, le chêne, ça se dit le fol. En quoi? En vendéen. En vendéen. D'où Ah le ouais. puits du fou. Ça, c'est le puits, D'accord. c'est la Ah, colline, marrant, c'est la ça- colline du chêne. C'est marrant, ça a dérivé là-bas complètement et pas ici. C'est Ouais. marrant ça. Ouais, c'est drôle. Et tu as beaucoup d'endroits, des villages qui s'appellent comme ça ici.
T'as Cassagna-Ber, Ouais. donc, ça vient clairement, c'est une chaînée, et Cassagna, pas très loin aussi là. Ici. Oui, Cassagna. Voilà. Et il y a des noms de famille aussi. Ah oui. T'as des Cassagna, Cassigno, t'as beaucoup de noms en lien. Ouais. Bah, ça, oui, certainement que les noms du coin, ça doit être ça aussi, quoi. Oui, Ils viennent des... t'en as beaucoup. Ouais. T'as les forgerons aussi. Les Lafargue, Lafarge, Laforgue. Ah oui. T'as plein de noms comme ça. Ok, ouais. Et ça date de cette époque aussi, hein, tout ça. Excellent. Et il y a d'autres gens qui, enfin, parce que du coup, effectivement, c'est bien d'avoir le, la connaissance technique, mais du coup, après, remettre en place. Du coup, il y a quelque chose, il y a une démarche qui se met en place à ce niveau-là, ou c'est encore. Je comprends pas. Dans le sens, je dirais, du coup, là, tu as fait tout le travail de recherche Mhm. pour avoir les connaissances de comment ça se passait, où, etc. Et est-ce qu'il y a aussi une démarche de remettre en place ces pratiques anciennes, du coup? Une démarche, j'ai une démarche personnelle, on va dire déjà, Ouais. pour commencer. Oui. Après, comme je te Forcément. l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà rencontré des gens qui sont païens ou proches du paganisme. Après, c'est compliqué, quoi. Moi, Mais t'es pas dans la démarche d'organiser des événements, etc. c'est pas non, encore je l'ai eu à un moment donné. Après, Ouais. voilà, je vais pas revenir là-dessus, hein, mais Ok. une déception m'a un peu refroidi et Ouais. peut-être j'y reviendrai, je ne sais pas. Mais par contre, dans un cheminement plus personnel, Ouais. je pense à un moment donné, voilà, j'ai une vie professionnelle aussi derrière, mais je pense arriver sur mes vieux jours Oui. en devenant peut-être un druide ou quelque chose comme Oui. ça. Oui. Bah, Ouais, oui, non, sinon, mais vraiment. oui, bah, c'est sûr. C'est sûr. Vraiment. Oui, mais je ris en mode, oui, c'est forcément, oui, c'est évident. Quoi. Oui, Un oui. druide ici, il se régale. Quoi. Bah oui, c'est clair. Il se régale. Oui. Mais de toute façon, je suis déjà dans cette démarche-là Bah oui, quelque c'est part. ce que je voulais dire, t'es déjà Je druide, suis juste, barde, t'as pas forcément voilà, encore, donc c'est le cheminement normal, on va Oui. dire après. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que pour le coup, l'aspect. Après, c'est pas pour le symbole, comme Oui, oui. certains voient ça comme un grade absolu. Après, ça l'était dans l'Antiquité. Oui. Bien sûr que il était au-dessus du chef, même le druide. Mm. Aujourd'hui, je vois les choses plus différemment. C'est plus Bah, à ce moment-là, on a plus 20 ans d'études ou c'est 21 ans une d'études. mission, quoi, comme je te Ouais. disais. Oui, quelque c'est part. ça. C'est ça, c'est en nous, quoi. D'enseigner, d'enseigner oui ou non. Oui et non, Transmettre, c'est quoi. transmettre. Voilà. Ouais, Transmettre. ouais, complètement. C'est le but de la vie, hein, de toute façon, de transmettre. Parce que c'est vrai que pour le coup, ça, on retrouve aussi bien dans les textes celtes, enfin irlandais, parce que c'est là où on a gardé les traces, mais les textes nordiques, il y a ce respect et cette recherche du barde, du skald, qui va raconter les histoires, qui va chanter des sagas au coin du feu. Snorri Sturluson, Oui. c'est ça grâce à la cour de Olaf avec les Skalds. Ouais, c'est ça. Bah, ça, après, c'est. Il apprend tout ça comme ça, puis c'est un chrétien là-bas. Ça. Non, c'est pas un Non chrétien. Bah non. Ah bon Bah, si c'était un chrétien, il serait pas fait chier à écrire l'Eda. Il aurait brûlé ça, et voilà. C'était pas Ah un oui chrétien, c'était un D'accord. goth. Ok. Qui justement a. En fait, Je vais me coucher moins con ce soir. les goths, c'est les prêtres dans la tradition nordique. Parce qu'en gros, quand il y a eu la conversion au christianisme, tous les grands prêtres qui voulaient garder leur tradition, en fait, ils se partaient dans les monastères. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas emmerdés, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, et voilà. Mais c'est ce qui s'est fait avec les druides ici. Oui, pareil. Oui, même chose. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, là, je vois que la tradition orale, parce que comme pour les gens celtiques, en fait, parce qu'en gros, les druides ou les goths, en fait, étaient dans une dynamique de si on écrit quelque chose, en fait, derrière, ça va se perdre dans le sens où les gens vont le mentaliser. Ils vont commencer à réfléchir, à essayer de comprendre les bidules des machins. Alors qu'en fait, quand on entend, quand on écoute le chant, le galder, comme on dit en nordique, le galder, c'est le chant magique, mais bref. Quand on écoute les chants sacrés, en fait, ça passe directement au niveau énergétique. Il n'y a pas la barrière du mental, en fait, qui va essayer de comprendre le machin. En fait, le but, comme en alchimie, c'est pareil. Le but, c'est de comprendre les grands symboles derrière. C'est pas d'aller de comprendre que y a un mec qui tape sur un serpent avec un marteau, quoi. On s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en termes de loi naturelle, en termes de compréhension du monde derrière. C'est ça qui est important. Et donc, pourquoi est-ce que c'était interdit d'écrire? Parce que ça faisait que les gens allaient commencer à idolâtrer et à essayer de comprendre un peu bêtement, mentalement, en fait, les choses. Alors le but, c'était d'intégrer l'énergie qu'il y avait derrière, en fait. Alors, tu vois, moi qui ne suis barde que par l'écriture, finalement, hormis quelques conférences par-ci par-là, je ne suis pas un grand orateur, merci. Mais moi qui ne travaille que par l'écrit quasiment,
ça me coûte un peu de le dire, mais finalement, l'écriture est à l'origine du mal à chaque fois. Par les Romains d'abord, Ouais. qui Jules César avec son Bellum Gallicum, la guerre des Gaules, qui va écrire ça à sa gloire, hein, qui va modifier beaucoup de choses, on le sait, hein, dans la taille des armées, machin, pour se glorifier tout le Oui. temps. Hein, voilà. Et après, par l'Église, hein, par l'Église, qui va réécrire l'histoire. Hein. Complètement. Oui, alors en fait, au final, on le voit par la tradition orale, en fait, les choses restent en place. Parce que, en fait, vu que tout le monde connaît la saga, bah, en fait, il y en a un moment qui commence à changer l'histoire, bah, en fait, tout le monde va lui dire, mais non, mais ça, c'est pas vrai. Voilà. Et en fait, étrangement, et ça, on le voit dans les légendes, etc., en fait, c'est transmis de manière beaucoup plus sûre que par des bouquins qui peuvent se perdre, etc. Tant que le peuple est encore là, tant que les gens sont encore là, en fait, bah, la tradition se fait, quoi. Oui, bah, évidemment. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que Snorri Sturluson donc a compilé les Eddas? Parce que justement, il voyait que les traditions orales allaient se perdre. Et il s'est dit maintenant, il faut que je dépasse cet interdit, sinon on va perdre les traditions, quoi. Donc du coup, il les a écrits. Et c'est parce qu'il les a écrits qu'il s'est fait assassiner. D'accord. Donc c'est pas du tout un chrétien. Peut-être que dans les Eddas, il y a quelques trucs qui ont été un peu modifiés pour faire un peu plaisir aux chrétiens en disant oui, il y a un paradis, il y a un enfer, machin. Mais à part ça, globalement, c'est très globalement resté fidèle aux sagas par ailleurs, etc. Donc non, pour le coup, grand respect à lui, qui s'est sacrifié pour... J'ai toujours entendu dire ça, donc c'est vrai que... Oui, après bon, même de toute façon, quand tu regardes les universitaires quand ils font des analyses sur l'EDA, pour eux, ils voient que le côté mythologique. Ils se disent pas qu'il y a des significations derrière, quoi. Ils sont juste là, non, c'est pour écrire pour le côté magique, il est complètement passé à la trappe, quoi. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est ce que je ressens, moi, quand je recherche sur les périodes gauloises, notamment. Tu as des chercheurs renommés comme Jean-Louis Bruno, par exemple. C'est le plus connu, quoi, on va dire. Le plus renommé. C'est Saint-Saveur qui a écrit, quoi. Saint-Saveur, tu sens qu'il est vraiment sur le pied de la lettre. Oui. Il va pas chercher au-delà des choses. Oui, c'est le côté technico-technique. Quand j'écris là, par exemple, la biographie de Vercingétorix, alors quand j'écris la biographie de Vercingétorix, je me mets à la place de Vercingétorix. Je fais parler Vercingétorix. Il est avec un compagnon de cellule. Il vient d'arriver à Rome. Oui. Dans sa cellule. Ah oui, c'est ça que tu disais sur ta page, là où tu disais que tu avais eu du mal à te libérer de sortir de la tête de Vercingétorix. Ouais. Et quand tu fais ça, c'est fabuleux. Ça dépasse tout, quoi. Ouais, ça dépasse l'écriture, ça dépasse... tu sais, des fois, quand tu écris, tu fais attention de ne pas faire des répétitions de mots, tu es concentré sur ton écriture. Là, pas du tout, quoi. C'est ce que... Et je sais d'avance que là, je tiens un bon livre, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti avec le Silence des Carnix. Ah oui, où tu canalises, quoi, en fait. Je me suis mis dans le personnage, totalement. Et quand tu fais ça, ça va tout seul. Ça va tout seul. Tu te connectes avec l'énergie du moment, de la personne, et vu que de toute façon, tout est... Il n'y a pas vraiment de temps et d'espace. Il faut voir au-delà des choses. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de temps. Enfin, on rend des trucs un peu compliqués, mais... en gros, pour faire simple, en fait, on peut se connecter avec toutes les époques. Donc, effectivement, si tu fais en faisant ça, bien sûr. Tu vas te connecter avec lui, quoi. Ouais, bien sûr. Évidemment. Après, évidemment, il te faut avoir acquis un certain savoir sur beaucoup de choses. Mais à partir de là, oui, tu peux justement te mettre encore mieux dans la peau du personnage. Ouais. Tu vois, genre le siège d'Alésia qui a duré des mois, où ils étaient prêts à se bouffer les uns les autres, quoi. Ah oui. Ah oui, parce que forcément, ils se retrouvaient face à des armées énormes. Se mettre à leur place, c'est compliqué à ce moment-là. Par contre, tu te mets à leur place après la bataille de Gergovie, c'est énorme. Oui, c'est plus facile. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux, tu vois, j'imagine le truc après où ils font des concours. Bon, c'est un peu grossier, tu vois, mais bon. On parle d'il y a 2000 ans, moi, même plus. Donc, c'est la vie. Où ils font des concours du pipi le plus loin en visant les casques romains, tu vois, par exemple. des choses comme ça, quoi. Bon, après, ça rajoute un petit truc au bouquin. Tu as des anecdotes drôles dans la guerre des Gaules aussi. Oui, qui sont connues. Je ne vais pas toutes les dévoiler, mais il y en a. Après, il y a des moments, c'est plus dramatique, mais là où je suis... alors, j'aime pas parler comme ça, mais là où je suis un peu fier de moi, c'est que j'arrive à la réédition de Vercingétorix, qui n'est pas une réédition, finalement. Quand on comprend la tradition gauloise, quand on comprend ce que faisaient les chefs après une défaite, quand on sait ce qui s'est passé ensuite, parce que la guerre des Gaules ne s'arrête pas à Alésia, on le croit trop souvent. Vercingétorix se rend. C'est tout ce qui se passe. Ce n'est pas une défaite à ce moment-là.
À ce moment-là, quand tu as dénoué ça et que tu as compris ce qu'il y a derrière, c'est extraordinaire. Et Vercingétorix, c'est peut-être le plus grand héros de l'histoire gauloise. Enfin, c'est même certain. Quoi. Tu gardes le suspense pour le bouquin? Oui. Ah bon, Oui. Moi j'ai l'exclusivité les amis, mais vous allez prendre le bouquin. Ça, il y aura le lien en description. On va arriver... Si quelqu'un a lu le Sciences Carnix, il saura de quoi je parle. Okay. J'avais déjà évoqué le problème. Ah oui, d'accord. Sauf que là, je l'ai encore plus développé. Excellent. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient les chefs gaulois quand ils se... Ils se donnaient la mort. Oui, okay. Comme les... Vercingétorix s'est pas donné la mort. Comme les samouraïs, du coup. C'est le seul dans toute l'histoire qui s'est pas donné la mort. Ah oui, d'accord. Et il part se rendre. Pour subir un calvaire. Là. Oui, bah putain. Soit on est sadomasochiste, soit il y a autre chose derrière. Oui. Oui, en l'occurrence, il y a autre chose derrière. Oui, c'était pas compliqué de se mettre un glaive dans le dos. Dans le... Bien sûr. Et ils faisaient comme les samouraïs. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein. S'ils le faisaient pas, le peuple le faisait pour eux. Oui. Donc autant se mettre un seul, mais c'est plus simple. Oui, c'est pas faux. Ah, mais excellent. On va arriver sur la fin tranquillement là. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on peut trouver tes bouquins? Alors, mes bouquins, pour l'instant, en ligne, on ne peut pas les retrouver puisque j'ai fait une transition. J'ai abandonné mon éditeur pour passer en auto-édition. Okay. Les éditions Convena, donc Conven, la tribu locale gauloise, latinisée, Convena, Convanae. Ouais. On les retrouvera donc chez Amazon, etc., Fnac.com, toutes les plateformes en ligne. D'ici combien de temps, je pense? Ensuite, on peut me contacter pour les avoir dédicacés sur mon Facebook, ou sur ma page Le Penseur d'Odin, ou sur mon Facebook auteur avec mon nom, Grégory t'as les deux, c'est vrai. Chanfreau, auteur, voilà. Vous me contactez sur le Messenger et je vous répondrai pour... puis peut-être éviter de m'envoyer sur la page de Penseur d'Odin parce que, comme je lui expliquais tout à l'heure, je suis assiégé d'un message et c'est un peu compliqué. Voilà, après autrement, localement, je suis dans les librairies, après les librairies, les supermarchés, voilà, le village gaulois aussi, qui est, ça leur fera un peu de pub si jamais, qui est juste à une demi-heure environ par autoroute, en allant sur Toulouse. Il a une belle renommée maintenant. Le village gaulois l'archéosite à Rieux-Volvestre, ça s'appelle. D'accord, je ne sais pas. C'est formidable. Tu as tous les anciens métiers, le village est reconstitué, les maisons sont fabriquées comme il y a 2000 ans. Oui. C'est formidable. Vraiment. Excellent ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'avais pas pensé à ça, mais moi j'organise des cérémonies en fait pour les solstices, les équinoxes, tout ça. Et le nom de mon groupe Facebook, c'est l'appel des bois, les bois avec un X, avec cerf blanc. Donc juste cerf blanc, ça marche aussi. Mais, il vient nous sonner la fin. Ouais. Et effectivement, je fais des cérémonies et je suis très aussi dans le fait de parler, de transmettre tout ça. Donc si ça vous intéresse, l'appel des bois sur Facebook. Grégory, c'était un plaisir de se rencontrer. Bah ouais, moi aussi. En plus, sinon, je suis pas très loin, enfin je viens souvent dans le coin, donc on va pouvoir se... C'est addictif les Pyrénées. Ah bah oui. Moi je viens là depuis 15 ans, moi les Pyrénées, j'ai la famille qui a une baraque dans le coin, donc je viens depuis... Ok. C'est pour ça que j'aime autant, parce que c'est... Ouais, la montagne, on est bien quoi. Tu lèves le matin, t'as les montagnes, c'est... Plus t'es haut, plus t'es proche des dieux de toute façon. Ouais, c'est clair, oui. Oui, plus t'es bas aussi, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, tu montes et du coup tu vas vers le... On a le temps d'être bas encore. Oui, non, il y a de quoi faire. Avant que le Ragnarok arrive, on a encore de la marge. Bon, Grégory, au plaisir. Merci. Salut à tous, vous avez vu nous retrouver, donc le Penseur d'Odin sur Facebook pour Grégory et pour moi l'appel des bois avec cerf blanc. Que les dieux soient avec vous, à la prochaine. Salut.